Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et un nouvel entretien consacré au film Alter Love et aux gens qui l'ont fait. Aujourd'hui, on rencontre Larry Rochefort qui a un boulot très important, crucial pour un film. Je vais laisser Larry nous présenter son métier. Bonjour Larry, Bonjour, quel est ton métier? moi je suis directeur photo chez FOB, comme on dit en France beaucoup. Donc je m'occupe de l'image sur un film. Je collabore énormément avec du coup, le réalisateur qui a une vision et que mon travail, ça sert à essayer d'amener cette vision concrètement à l'image au travers du travail de caméra et de lumière principalement. Ok. Mm. Comment es-tu devenu chef opérateur? J'ai un parcours très un peu sinueux. J'ai commencé déjà, moi j'ai étudié ailleurs qu'en France, donc dans un parcours qui est un peu différent, mais pour faire quelques similitudes, on dirait que j'ai une licence en cinéma, on va dire, et j'ai fait une école de photographie. Et donc j'ai été photojournaliste d'abord pendant plusieurs années. Dans le milieu du reportage photo, mais aussi de la presse culturelle principalement. Les arts et spectacles, des événements, festivals de musique, etc. Et après plusieurs années comme photographe professionnel, j'ai des amis qui, eux, ont continué vraiment dans le milieu du cinéma, qui sont devenus réalisateurs. Et à un moment, on me tirait un peu pour me ramener dans ce milieu-là. Tu ne voudrais pas faire mon court-métrage, des choses comme ça. Et ça a donné que ça concordait avec l'arrivée des 5D Mark II, qui est quand même une révolution assez importante dans l'histoire du cinéma numérique, où on a des appareils photo professionnels. Donc moi, en tant que photographe, que j'avais en main, qui faisait pour la première fois de la vidéo qu'on pouvait vraiment utiliser de façon professionnelle. Ça avait ses limitations évidemment, mais qu'on pouvait vraiment amener à quelque part. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à revenir vers le milieu du cinéma, mais en direction photo, en tant que photographe. Là, j'ai commencé à faire des directions photo de court-métrage pour des collègues, j'ai commencé à faire de la télévision. Et on m'a ramené, j'ai côtoyé les deux pendant longtemps, photographie et direction photo. Et à un moment donné, j'ai fait une cassure, principalement quand je suis arrivé en France il y a 9 ans maintenant. D'accord. Mm. Tu as dit juste avant que donc, ton interlocuteur principal sur un plateau, donc c'est le réalisateur. Ouais. À quel moment exactement dans la fabrication du film tu interviens? Parce qu'il y a le tournage, mais il y a aussi... Il y a toute la pré-prod. voilà. Évidemment, j'aimerais rentrer le plus tôt possible. Il y a des contraintes qui vont faire que des fois, on arrive un peu plus tard. Mais plus tôt j'arrive, plus je suis heureux dans un processus de pré-production, en tout cas sur une fiction. Parce qu'il y a beaucoup à réfléchir sur l'approche du réalisateur, sur comment qu'on va pouvoir amener ça en lumière, par exemple, en ambiance lumière, en façon de cadrer, en choix d'objectifs, en choix de caméra. Il y aura toutes sortes de décisions créatives qui vont imposer des décisions techniques. Donc plus tôt on peut arriver, mieux c'est. Et ça dépend évidemment aussi de l'ampleur du projet. On n'arrivera certainement pas aussi vite sur un long métrage indépendant que sur Dune ou évidemment ou Blade Runner ou je ne sais pas quel autre blockbuster ou même un Marvel où on aura besoin de beaucoup plus de préparation technique et des équipes considérablement plus grandes. Ouais. D'accord. Tu parlais de la vision du coup, du réalisateur. Ouais. Alors, comment ça se passe d'une manière générale? Parce que j'imagine que selon le réalisateur, la vision n'est pas la même, la manière, les mots aussi qui sont donnés ne sont pas les mêmes. Toi, tu aimes travailler avec quoi? Est-ce qu'un réalisateur va arriver et te dire, va te donner par exemple des sentiments, une sensation, le caractère d'un personnage, ou est-ce que tu vas avoir aussi des indications qui vont être tout de suite un peu plus techniques? Il y a les réalisateurs, c'est des créatures bien particulières. Hein. Il y a autant de réalisateurs que de façons de réaliser. Et il y a effectivement des réalisateurs qui sont plus techniques et qui sont même très précis techniquement par moment.
et d'autres qui nous laissent plus de liberté, d'autres qui sont plus dans le concept et qui, des fois, ne sont pas très bons techniquement nécessairement. Ils savent les cadres qu'ils veulent, ils connaissent le langage, mais des fois, la lumière, c'est pas nécessairement un langage au niveau technique qu'ils maîtrisent nécessairement. Et là, c'est là je vais savoir comment je m'adapte. Est-ce que j'ai un réalisateur qui est très technique et du coup envoie beaucoup d'indications à ce moment-là? Et là, il y aura une discussion. Ça ne veut pas dire qu'il va limiter ma créativité puis mon apport au projet, hein. Ça va peut-être même faciliter cet aspect-là, dans la mesure où ce que techniquement on se comprend et on est vraiment sur la même longueur d'onde ou pas. Mais bon, au moins on aura les mêmes éléments de langage. Alors que d'autres réalisateurs vont rester effectivement dans une description de ressenti sur une scène. Par contre, ils vont quand même nous envoyer des ambiances, des idées d'ambiance de lumière. Ils peuvent avoir des choix de couleurs, des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Ils peuvent avoir des références, évidemment, de films que le réalisateur peut nous partager, qui vont nous aider à un peu mieux comprendre la vision qu'il a en tête. Et ça variera énormément dépendant du réalisateur, vers où, en fait, c'est un langage en création. C'est pour ça que j'aime arriver le plus tôt possible, finalement, pour établir les codes communs entre moi et le réal, pour qu'on puisse, selon justement ce niveau de technicité ou non, avoir des codes, des façons de se parler où ce qu'on se comprenne, qu'il y a le moins euh, comment je dirais, il y a moins de blocage dû au fait qu'on n'a pas, notre langage n'est pas assez commun et que ça diminue la fluidité. Donc, garder une fluidité dans notre langage pour essayer d'aller au fond des choses, parce que ma mission, moi, c'est d'amener, ma mission, c'est vraiment d'amener cette vision du réalisateur. C'est quand même son film, il ne l'a pas toujours écrit, mais c'est lui qui l'amène. En France, c'est quand même souvent lui qui l'a écrit, mais c'est sa vision. Et mon travail, c'est de l'aider à l'amener et euh, d'infuser ma part dans cette vision, de lui donner des chemins qu'il n'aurait peut-être pas vus, et de pouvoir lui ouvrir des opportunités par ma propre vision finalement. Donc de me nourrir de lui et d'amener une réflexion autre. Et quand on a ce langage commun, ben après on peut l'amener concrètement sur le plateau, être d'accord, arriver à quelque chose. Et c'est un truc qui évolue constamment parce que de la pré-prod au tournage, on va avoir des moments de fulgurance des fois qui vont nous amener des nouvelles idées. Et plus ce langage sera commun, ben plus ça sera facile d'avoir ces fulgurances et de se comprendre si c'est moi qui ai quelque chose ou qui veut apporter au réel une idée. C'est important qu'on puisse se comprendre rapidement si je veux pouvoir l'amener et vice-versa. Si lui, tout d'un coup, il voit que ça ne marche pas, c'est pas ce qu'il sent, c'est pas ce qu'il avait en tête. Il faut vraiment qu'il puisse rapidement m'amener à comprendre ce qu'il a besoin pour que je puisse l'appliquer et avec l'équipe, chef électro, machinaux, les assistants caméra et compagnie, qu'on puisse arriver ensemble à amener le résultat souhaité. L'enjeu est vraiment de définir ensemble un langage visuel Ouais, le plus commun possible et le plus fluide au moment de... ouais, pour moi, c'est super important. Je pense que c'est un enjeu vraiment majeur parce que ça ne pourra pas marcher. Si on n'arrive pas à parler un langage commun, on ne sera jamais sur la même longueur d'onde, ou en tout cas, on aura l'impression qu'on ne se comprend pas, alors que des fois, peut-être qu'on se comprend finalement, mais on ne le sait pas. Et si on n'arrive pas à créer ce langage commun qui se traduira en langage visuel, ben, on ne peut pas avancer, puis on ne peut pas servir le film et l'amener au meilleur de sa vie. On peut pas, on essaie de faire naître quelque chose, on doit avoir les outils pour y arriver, et ça passe vraiment par c'est du langage, quoi. Pour moi, c'est beaucoup de langage. Euh, pour moi, c'est vraiment un métier. Je pense que tous les métiers du cinéma sont des rencontres parce qu'on ne fait pas un film tout seul et Non. il faut s'accorder sur l'histoire qu'on raconte et sur le fond, enfin la forme, en tout cas, c'est sûr qui va lui être donné. Mais quand on est chef opérateur, on est aussi un artiste, on a une part sur la définition de l'objet artistique. Toi, est-ce que tu sais, est-ce que tu as des exemples ou des éléments à donner sur ce que pourrait être ton identité, ce que tu as peut-être comme inspiration, comme influence
sur les images que tu fabriques pour un film? Pardon. Je pense que j'ai je pense que j'ai un style qui est assez vivant. Euh, j'ai, comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai un parcours qui vient du photoreportage, énormément. Mhm. Euh, j'ai rapidement aussi travaillé sur du documentaire quand je suis passé à la direction photo. Euh, je pense que ça m'a infusé un travail de caméra qui est assez vivant. J'aime une proximité, j'aime sentir qu'on a une proximité avec les personnages, qu'on a une proximité dans la scène. Mhm. Euh, une scène particulière peut demander qu'on sente de la distance, évidemment. Euh, c'est quelque chose qui pourrait caractériser mon style, je pense que c'est là, dans un travail de caméra très vivant, très proche, avec quelque chose d'assez, je pense, d'assez humain. D'accord. Ouais. C'est par exemple des cadres plutôt resserrés, une caméra portée à l'épaule, des... Il y a de la caméra portée à l'épaule, mais je pense qu'il y aura un choix, il y aura un choix de focale, par exemple, pas trop longue, en fait, justement, Ok. euh, qui me permettra d'être physiquement assez proche et d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce qui serait une vue humaine sans nécessairement être sur une normale pour ceux qui sont un peu techniques, mais ouais, de travailler ce travail dans la proximité. C'est pas nécessairement des plans sur des longues focales. Caméra épaule, oui. Un mouvement de caméra, mais c'est un mouvement de caméra, des fois, il est très, très, très subtil. La caméra, elle vit elle vit très subtilement et ça peut suffire. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'ostentatoire nécessairement pour faire sentir une proximité ou une vie. Parce que c'est pas le but n'est pas non plus de distraire et de faire sentir la présence de la caméra. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt de réussir à faire sentir au spectateur des fois qu'il est la caméra. Il y a peut-être un peu d'héritage justement de cinéma documentaire, de cinéma vérité là-dedans, de ma part, et de ouais, cette volonté de pouvoir faire s'immerser C'est le ça, il y a spectateur. une intention d'immersion, Ouais, vraiment de immerger le spectateur dans les séquences. ouais. Ok. Euh, Ton travail sur le tournage, donc tu travailles avec quasiment, enfin beaucoup de personnes de l'équipe technique. Mhm. Il y a le caméraman, tout ce qui concerne l'éclairage. Est-ce que une fois le tournage terminé, tu interviens encore et dans quelle mesure Oui, bah déjà moi, déjà au tournage, dans la mesure du possible, j'opère ma caméra toujours. Il y a des trucs très techniques, des fois, je vais pas opérer un Trinity, j'ai d'autres choses à faire. Il y a des spécialistes qui vont faire mieux le travail, mais tout ce qui est caméra portée, zéré, grand nain, ça, vraiment, pied évidemment, je vais opérer moi-même. Il y a tout le travail avec chef électro, machinot, assistant cam qui est primordial. Et en post-production, bah, dans la mesure du possible, hein, je vais prendre tout l'espace qu'on me donne pour poursuivre le travail avec en particulier l'étalonnage. Mhm. Euh, Parce qu'on a travaillé, on travaille en amont avec le réalisateur à créer quelque chose, un langage visuel, donc ça inclut lumière, couleur, contraste, et ça, eh ben, il peut avoir beaucoup d'impact sur tous ces aspects-là à l'étalonnage, en post-production. Donc évidemment, je vais suivre autant que possible. Et guider cette partie aussi. Mais là, c'est encore un travail de collaboration. Les intervenants sont des professionnels excessivement talentueux, qui ne sont pas juste des techniciens, qui ont aussi un regard artistique sur le film et des apports, des fois, qui peuvent vraiment révéler des choses qu'on n'avait pas vues. Mais évidemment, si je ne donne pas la matière pour, ils ne feront pas toujours de miracle non plus. Mais je vais tenter, moi, d'infuser quelque chose au film, donc qui sera déjà assez présent par le travail de lumière, entre autres. Et à l'étalonnage, évidemment, moi, si je pouvais être là tous les jours, j'y serais, hein. Mhm. On ne peut pas toujours, hein, mais en début d'étalonnage, on va passer le film, on va regarder, on va
on va donner des directions, on va s'entendre sur des trucs. Après, on va avoir des retours, on va revenir un peu plus sur la fin. Et avec un peu de chance, des fois, on est là beaucoup, des fois un peu moins. Mais c'est clair que cette collaboration elle est importante. Hein. L'idée, c'est vraiment de la pré-production à la post-production, Ouais. de garder la cohérence et que le langage jusqu'au bout Bah, c'est soit... sûr, parce qu'on ne peut pas travailler dans des directions opposées. Ça ne fait aucun sens. Il y a... j'ai un blanc de mémoire sur son nom. C'est un directeur photo qui a travaillé beaucoup avec Tarantino. Il a fait World War Z. Il y a une anecdote avec lui où il a travaillé en amont. Il a fait des luttes, beaucoup de tests pour avoir un look sur son film. Et qu'à la fin, ils sont partis, la production, avec l'accord de la production et l'étalonnage et compagnie, sur un truc qui était complètement différent. Et que lui, au final, il dit, mais ça, c'est pas mon film, en fait. Et donc, il est plus officiellement... il a pris une balle pour les autres, où il s'est dit, ça peut plus arriver, des choses comme ça. On parle il y a plusieurs années maintenant. Donc, son travail dans des directions opposées, ça fait pas sens, parce qu'en plus, ça veut dire que je donne pas la matière à l'étalonneur pour travailler correctement. Si je pars ailleurs, sur des extrêmes de couleurs, de température de couleurs dans le décor, parce qu'il ne faut pas oublier le directeur artistique qui va venir influencer énormément sur l'image d'un film. Et si nous, en pré-production, on s'entend sur des choses et qu'après, en post-prod, on part complètement ailleurs, ça ne fait pas sens. En fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je suis tout un partisan. La post-production, ça n'existe pas. Ça devrait être aussi de la pré-production au maximum. Ces gens qui sont importants, qui vont avoir un mot à dire sur l'image finale du film, il y a tout intérêt à avoir au moins des discussions en amont ensemble pour qu'on parte dans les mêmes directions et qu'il n'y ait pas de surprise après entre leurs mains et nous quand on voit le travail qu'ils ont fait. Quoi. Sur donc, Alter Love, qui est un film qui est très riche, enfin qui apparaît très riche cinématographiquement parlant, parce qu'il y a des... c'est comme si chaque séquence avait son propre concept voilà, comment est-ce qu'on va la faire, qu'est-ce qu'on va essayer de ne pas faire qu'on a déjà fait, etc. Et moi, j'ai été marqué par beaucoup de séquences qui m'apparaissent complexes, en fait, qui ont dû être assez complexes à mettre en place, notamment la séquence du char à blabla, Ouais. qui revient souvent dans les discussions parce que c'est une séquence assez iconique du film. Et en essayant, voilà, quand on voit cette scène, on se dit, on est dans un endroit un peu clos, un peu restreint. Il y a du mouvement, il y a de la musique, il y a des... alors que ce soit pour cette séquence ou pour une autre, parce que Alter Love aussi se passe de nuit, donc je pense que c'est toujours un défi pour un photographe et pour un cadreur de voilà comment est-ce que il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'éclairage, il y a des ombres, etc. Comment s'est passée ton expérience sur ce film? Comment est-ce qu'avec Jonathan le réalisateur, vous avez trouvé son identité? Alors là, déjà, Alter Love, c'est un projet qui avait envie de vivre. C'est un projet qui voulait... il y a une âme dans ce film pour moi, où les gens qui ont participé avaient vraiment envie qu'il se fasse et qu'il se réalise. Quand on connaît un petit peu le contexte dans lequel ce film était mis en place extrêmement rapidement, parce qu'on parlait de pré-production là-dessus, Oui, on était vraiment sur... je crois que tu es arrivé très tôt. Moi, j'ai Voilà. parlé tôt avec Oui, Jonathan de l'histoire de ouais. ce film. J'ai eu la chance, je suis un de ceux qui a pu parler de ce film le plus tôt avec Jonathan. Parce qu'on a parlé justement dans un petit resto italien du premier pitch du film. Quelques mois, je ne parle pas d'années, je parle vraiment de mois avant le tournage. Euh, où ce qu'on s'est imaginé, cette expérience parisienne, nocturne, lorsqu'on en a discuté sur ces différentes ambiances un peu folles. Euh, Il y a une expérience vraiment humaine dans le tournage de Alter Love et le Charabala est justement probablement une des scènes les plus véridiques sur ce point. Où ce que là, on a vécu un truc à ce moment-là. C'est une scène qui était assez difficile à faire, vraiment, dans la durée, justement, toute la nuit, assez complexe, l'espace très restreint. Et
En fait, dans Alter Love, sans trop en dire sur le film, euh, chaque lieu, chaque lieu a sa propre âme. Donc, c'est le point de départ de réflexion sur comment qu'on l'aborde. Est-ce que, qu'est-ce que ce lieu nous apporte? Qu'est-ce que ce lieu nous dit? Qu'est-ce qui va faire vivre aux protagonistes du film? Et on part de là. euh, et on construit. Donc, tous ces lieux ont leur propre identité, vraiment. Et c'est c'est l'expérience qu'ils vont faire vivre aux protagonistes qui nous a permis hein, d'amener techniquement et visuellement la création qu'on en a fait, les choix qu'on en a fait. Euh, euh, le charablabla est une scène qui effectivement a été assez complexe à tourner. Il y avait énormément à faire en très 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 peu de temps dans cette nuit. Donc on a dû par exemple tourner à 2 caméras en même temps, mais là on s'ajoute en quelque part une complexité finalement en faisant ça aussi. Euh, et chapeau au monteur qui a réussi à sortir aussi quand même, qui a eu beaucoup son mot à dire sur la scène finale, sur qu'est-ce qu'elle nous a donné. Donc il y a un peu une expérience dans cette scène où ce que l'équipe technique vit presque, elle aussi, cette folie de ce lieu, j'ai envie de dire, à ce moment-là. On sait où ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on fait, on sait la scène qu'on va tourner, mais on la tourne et on la retourne et on la retourne et on la retourne en vivant un peu cette expérience et on a quelque part un peu à l'image du Charablabla qui est un karaoké un peu fou, bah, une sorte d'improvisation qui va rentrer dans le tournage et qui va participer à infuser à cette scène une vie toute particulière, je pense. On parlait juste avant, tu parlais de l'immersion du spectateur et Ouais. de ce cinéma vivant, en fait. Et ça, Ah, ça, je c'est pense que c'est la l'exemple scène clé, de. ouais, c'est la scène clé On de est, cet là- aspect. Ouais. Ouais. on est là-dedans complètement, là. Et clairement, là, tu vois, tout le travail de caméra, je, je pense vraiment que pour moi, là, c'est cet aspect de caméra vivante et d'expérience avant que j'avais dans le reportage et tout ça, de trouver rapidement quelque chose m'a énormément servi pour moi. Ouais. Et si on pense à une scène qui va être un peu plus, on va dire, un peu plus posée et un peu plus apaisée, et qu'en apparence, on va se dire, c'était peut-être un peu plus simple, mais ça l'est pas. Il y a la séquence avec Christophe Lambert Ouais, dans le taxi. en taxi, ouais. Là aussi, il y a quand même un défi de comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en lumière, comment on La passe. scène la scène de taxi, pour moi, elle a toujours été assez tôt, je pense, dès le début. Bah, à l'extérieur des besoins techniques, une scène un peu, une sorte de rêverie un peu, Mhm, un moment hors du monde, que c'est pas nécessairement. J'ai pas eu envie de reproduire un taxi parisien, nécessairement. Avec cette ambiance de Paris qui circule, mhm. c'est plus une bulle pour moi qui se passe là vraiment à ce moment-là. Et donc, d'avoir là, il y a des lumières qui vivent, donc on infuse du réalisme dedans à certains moments, on n'est pas complètement ailleurs, on ne part pas dans un autre univers fantasmagorique, on reste dans une sorte de réalité, mais on rentre dans une bulle. On rentre dans une bulle qui appartient à ces trois personnages à ce moment-là. Euh, moi, c'est ce que j'avais en tête et c'est ce que j'espérais qu'on réussisse à créer, à nous apporter certains défis dans le temps qu'on avait pour la faire, en particulier, et qui nous a nécessité un certain travail de réflexion a posteriori aussi. Mais je pense qu'au final, c'est une scène que j'aime beaucoup, hein, perso, je suis plutôt content de ce on en a Oui. sorti, dans le défi technique qu'on avait sur le peu de temps, et de sortir cette... c'est vraiment une bulle. Pour moi, c'est une bulle, là, il se passe un truc. Je ne peux pas trop en dire, mais voilà. Non, mais c'est exactement Ouais. ça, parce que dans ce film où les personnages passent d'un lieu à un autre, Mm. il y a ce taxi qui est un lieu, mais qui est un lieu en fait où on Oui. se déplace. En fait, ils partent de quelque part, ils vont C'est pas et un moment de ça suspend. transition entre deux scènes, c'est vraiment une scène en soi qui vient et qui tombe en suspens, comme tu dis, exactement, et qui les rentre dans leur bulle propre à eux, c'est ce moment qu'ils vont vivre, et c'est aussi un moment de bascule dans le film, Oui. pour moi, entre la scène précédente et suivante, en particulier pour un des deux personnages, et
Ouais, cet aspect on va dire d'isolement, mais ils vont flotter là, à un moment, et c'est un moment en soi, c'est pas une transition. Oui, 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 c'est vrai. Mais ça fait aussi, c'est une sorte de, un peu de respiration parce que, enfin, Oui, moi j'aime penser aussi le film Alter Love comme une forme de course au sens de, c'est une nuit, la nuit elle passe, les personnages ils se déplacent, ils avancent, ils vont vers quelque part, on ne sait pas où est-ce que tout ça va finir, mais il y a ce passage effectivement où c'est à la fois comme une pause, une respiration, et pourtant c'est aussi une action qui se poursuit parce que voilà, il y a un dialogue avec Christophe Lambert qui joue le chauffeur et oui. ils sont... non, non, c'est une scène c'est une magnifique, presque comme une virgule un peu dans le film Ouais. qui est... Effectivement, parce que effectivement, par rapport aux autres scènes, elle est vraiment entière en soi. C'est vraiment son univers en soi. C'est pas juste un taxi. C'est vraiment une sorte de taxi un peu rêvé et qui vient effectivement poser. Qui vient poser. Là, il y a un moment où par rapport aux autres scènes, où le lieu fait vivre quelque chose avec déjà beaucoup plus d'autres gens à chaque fois, un peu. Euh, euh, il y a là ce moment où c'est pour ça que pour moi c'est un moment de bascule aussi, parce il y a comme une sorte de pause qui va permettre de respirer et après d'enchaîner la dernière partie du film, pour moi. Ouais. Bon, on va pas en dire plus parce qu'on va Ouais, non, pas sinon ouais, on va trahir. dévoiler, Ouais. voilà. Mais c'est effectivement une scène qui est très belle d'une part et puis qui est très importante dans la narration du film. Ouais, sur euh, selon toi, quelle est la principale qualité, principale compétence d'un chef-op sur les... Oula, grosse question. J'imagine qu'on a tous un peu, on a tous un peu des réponses différentes là-dessus. Moi, c'est parce que j'apporte peut-être beaucoup d'importance à ça de façon générale. C'est mes relations humaines, mes échanges d'ouverture. Ok. Parce que j'enseigne aussi, tu vois, et avec les jeunes, bah, si je suis fermé, je ne vois pas trop comment je peux les aider à grandir. Et ben avec mes collaborateurs, c'est une créature, un film qui prend naissance, qui croît. Et on est des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes à participer à ça. Euh, et à se mettre en commun Mm. pour une vision. Il y a un chef d'orchestre, euh, mais ce chef d'orchestre, il a besoin de nous, hein, et il nous infuse son projet. Et donc, le, le dialogue, l'ouverture, pour moi, est très important dans mon travail de chef-op parce que autant, je suis j'ai un pied effectivement, c'est un métier qui est créatif. On infuse une vision créative par nos choix de cadre, de mouvement de caméra, de lumière, d'ambiance qu'on va créer avec la lumière, etc. Mais on a un aspect très technique. Pour Évidemment. réaliser cette vision artistique, il y a un artisanat derrière et il y a une technicité derrière. Et cette technicité-là, je ne peux pas l'accomplir seul, en tout cas pas sur un projet de l'ampleur d'Alterlove. Et j'ai avec moi des techniciens, comme un chef électro par exemple sur ce film, le chef électro, Tristan. Euh, euh, bah, moi, quand j'amène des idées au Réal, ils les aiment, ok. J'ai pas toujours toutes les réponses techniques derrière. Je vais parler avec le reste de mon équipe pour les trouver, hein, chef électro, en particulier sur Alterlove. Euh, il peut m'amener dans le dialogue d'autres suggestions créatives. Et à un moment donné, quand on arrête des choses, par contre, il faut trouver les solutions techniques. Et si j'ai pas de dialogue, j'ai pas d'ouverture, je reste pris sur ma vision créative. J'ai une idée en tête, mais on n'a pas les moyens techniques. Je ne sais pas plus comment le faire, moi, et puis je suis en train de dire à quelqu'un d'autre, toi, trouve la solution, je m'en fous de tes problèmes, tu n'as pas le matos, c'est pas mon problème, trouve une solution. Alors, je ne peux pas avoir une ambiance comme ça sur un plateau, ça, on va pas faire les jours de tournage qu'on a besoin pour faire un long métrage. Je suis dans une position en tant que chef opérateur, parce que je dois il y a de la diplomatie qui est importante, il y a du dialogue qui est important, qui est même Ouais. primordial. Donc, je dois évidemment avoir une vision, mais je dois pouvoir être capable de communiquer cette vision, donc je dois avoir du dialogue et je dois être capable de faire du compromis.
avec mon équipe technique, avec le réalisateur, avec la production qui a des moyens financiers pour y arriver. Et à quelque part, dans ce dialogue, je dois réussir à être quand même assez ferme pour garder ma vision le plus intacte possible et Ouais, la plus honnête possible par rapport à comment moi j'ai... Parce que je peux pas... Il n'y a rien de pire que de créer des images dans lesquelles on ne se reconnaît pas. C'est assez difficile à vivre si on crée des images et qu'on n'est pas bien avec. Je peux, dans le cas d'une commande très précise, où ce que je suis moins attaché, laisser aller des aspects, mais je dois quand même me reconnaître dans cette image. Je peux pas ne pas me reconnaître dans bien une sûr. image. Et donc, les capacités de dialogue pour réussir à arriver à tenir ça, à trouver les solutions pour que moi je sois satisfait, mais aussi la technique, la production, je pense que c'est important. Faire un travail collectif en s'assurant Le que collectif, pour chacun moi, reste est soi-même, majeur. c'est l'enjeu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le collectif, pour moi, il est majeur. Et donc, on doit pouvoir respecter un peu tout le monde. Et l'aspect de collectivité, ça vient de mon background. Énormément aussi. Quand j'étais photojournaliste, ben, du coup, j'étais dans un collectif de photojournalistes et on collaborait avec d'autres collectifs de photojournalistes. Et c'était un univers qui était très comme ça à l'époque et encore aujourd'hui. Et cet aspect-là est important pour moi. Non, mais je trouve ça pas- hyper pertinent. Et puis, ce qui est aussi apparu dans d'autres entretiens, c'est que voilà, Alter Love est l'histoire d'une rencontre. Et que, bon, je crois qu'on voit dans ces échanges que c'est essentiel que aussi derrière la caméra, l'équipe, en fait, chacun puisse rencontrer l'autre, la vision de l'autre, et ensemble réussir à fabriquer un film, quoi, comme Mm. Alter Love. Dernière question, est-ce que tu as un film préféré Ah là là. et peut-être un film qui particulièrement, à un moment, tu t'es dit, ce film, enfin, depuis la sensation que tu as eue de ce film-là, de te dire, le cinéma, ça peut être cool à faire, quoi. C'est vraiment toujours une question difficile parce que ça peut dépendre des journées. Hein. Tout à fait. Le mood dans lequel on est Mais toutes les réponses sont bonnes, du coup. peut nous amener des réponses différentes par moment. Mais si j'essaie de voir un peu loin, moi je ne viens pas d'une famille de cinéma, je ne viens pas d'une famille de la photo non plus. C'est pas quelque chose qui existait beaucoup dans ma famille, ce milieu. Pas du tout même. Et il y a le père d'un de mes amis, donc quand j'étais très jeune, qui lui était très cinéphile, passionné de BD, entre autres aussi. Et c'est beaucoup lui qui m'a initié à ces choses-là. Moi, j'avais 9 ans, quoi, et 9-10 ans, quand je rencontre cet ami et que son père commence à me nourrir de choses que j'avais moins à la maison. Euh, et je pense que de son côté, des films qui m'ont donné envie de raconter des histoires que j'ai vues grâce à lui, je pense à Amadeus, par exemple. Mhm. Parce que là, je sais pas, j'étais fasciné par... j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai étudié en histoire et j'ai toujours aimé l'histoire. Et là, de raconter la vie de quelqu'un, je veux dire, on peut raconter la vie de quelqu'un avec un film et d'avoir ça m'a intrigué peut-être de voir ces acteurs qui doivent réussir à essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a vraiment existé, d'avoir une vision là-dessus. Puis Carmageddon, c'est quand même un film vachement bien foutu, si on peut le dire comme ça. Milos Forman, Ouais, ouais. voilà. Et dans ce film m'a happé. Ce personnage qui vient le voir avec son masque et tout, les folies de Mozart dans les soirées et tout ça, il y a un truc qui m'a happé et là qui a peut-être frappé ma mémoire visuelle. Et ce désir de raconter des histoires, par le fait que j'aimais déjà l'histoire à l'époque, hein, je parle au sens historique, hein. Mhm. J'étais déjà très intéressé par tout ce qui se passe s'est passé dans l'histoire humaine. Euh, et un autre film, là, très québécois à ce moment-là, par contre, je pense peu connu en France, mais d'un cinéaste québécois je pense qu'il a intérêt à être connu, euh, Falardeau, avec son film Elvis Gratton. Alors là, on est sur un truc dans un autre registre complètement. On est sur un cinéma assez fauché. Euh, Elvis Gratton, c'est un personnage
c'est ce mec qui fait des personnifications d'Elvis. Et qui a tout un discours sur l'identité québécoise. Et ce trouble, on est dans ces moments d'affirmation de l'identité québécoise, les années 70, où ce personnage-là vient à lui tout seul montrer toutes les contradictions de l'identité québécoise qui se reflètent encore malgré tout aujourd'hui sur certains aspects. Et dans cette réalité nord-américaine qui est la nôtre, de ce petit peuple de quelques millions d'habitants, qui parle francophone, qui parle français dans un océan anglophone. Et là, ce film, qui est en fait une comédie, mais satirique, à plusieurs niveaux, va venir me faire comprendre qu'on peut passer des messages dans le cinéma. On peut dire quelque chose. Falardeau est un cinéaste engagé. Tous ces films racontent quelque chose, ont un message, évidemment. C'est un cinéaste souverainiste, bien entendu, qui a été très actif dans le débat public aussi, qui est décédé depuis plusieurs années maintenant. Et ce film-là va me faire, je pense, va me faire comprendre, c'est donc une comédie qui va me faire comprendre qu'on peut passer des messages et qu'on peut aussi s'engager par le cinéma. Et là, aujourd'hui, je te dirais que c'est ces deux films-là Ok. qui vont participer à m'amener dans l'univers du cinéma. Ok. Non, mais c'est une super réponse parce que, enfin, en plus, je vais dire égoïstement, moi, avant même de devenir journaliste, avant de découvrir Xavier Dolan, par exemple, le premier film québécois que j'ai vu, c'est Elvis Gratton. Ah ouais. Et du coup, ça remonte et ça a été un peu un choc. C'est-à-dire, vraiment, Bah oui, j'en garde un Elvis Gratton, souvenir. ouais, c'est pas toujours évident. Déjà, il faut avoir l'oreille. Oui, c'est alors, bon, il y avait les sous-titres, heureusement. Ouais. Mais non, mais vraiment, voilà, je connais pas tout du cinéma québécois. Je connais évidemment les grands cinéastes et puis après, bon, il y a aussi les Canadiens non francophones et tout. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Québec, c'est vraiment le premier film québécois que j'ai vu, c'était Elvis Ah Gratton. bah là, Et ça a été... ce n'était pas programmé pour la caméra. Ce n'était pas. non, c'est tout à fait, c'est vraiment. Donc, tu aurais pu dire quelqu'un que Mais j'aurais pu j'aurais dire, peut-être pas connu ou... pour moi, c'était important d'avoir. C'est sûr qu'il y avait un film québécois qui allait sortir, clairement, parce que c'est un cinéma qui m'a biberonné. Et puis c'est lui qui est venu, qui m'est venu à l'esprit, parce que oui, j'aurais pu avoir d'autres. J'aurais pu sortir le Deadline de l'Empire américain, ou choses comme ça, mais c'est pas vrai en fait, c'est parce que c'est un film que j'ai vu plus tard. Deadline de l'Empire américain, c'est un Ouais. film qui est sorti alors que j'étais très jeune, donc c'est pas le cinéma que tu vois nécessairement à 5 ans. Et il y a d'autres choses qui auraient pu peut-être sortir au travers, mais non, en fait, c'est effectivement un film qui, là, m'a marqué, m'a happé par ce cinéma engagé. Et c'est effectivement une fenêtre sur un certain Québec de cette époque, très intéressante. Oui. Et puis bon, moi je m'en souviens aussi parce que c'est un film qui m'était apparu comme étant pas, enfin qui revendiquait un peu aussi sa particularité et qui n'avait pas on va dire les codes un peu plus universels de voilà, comment est-ce qu'on fait un film qui soit francophone ou qui soit anglophone. Bon, parfois les films ne tentent pas non pas tendent non pas à se ressembler, mais à quand même avoir un langage un peu commun. Et là, vraiment, Elvis Gratton, je garde un souvenir encore de l'avoir découvert avec un copain dans la cave chez mes parents et je n'oublierai pas parce que c'était une expérience incroyable. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ça me fait plaisir. C'était très instructif et c'était passionnant. Donc merci. Merci à toi. Et merci à vous, à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien pour Alterlove TV. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre. Yeah.